Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les tarifs points verts. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Mathias Matthijs, Finance Manager, qui va vous guider à travers de cette session. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. On essayera d'y répondre à la fin. On prendra un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. D'autres informations pratiques, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez retrouver le replay sur notre site. Et évidemment, nous partagerons avec vous les slides de cette présentation. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Mathias. Bon webinaire. À toi, Mathias. Merci Aurélie. Donc, à moi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet avec la présentation de l'agenda pour aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne le point vert, on va commencer par les principes de base du modèle de calcul. Ensuite, nous verrons la méthode de calcul utilisée pour le point vert et ses nouveautés pour cette année 2026. Nous verrons ensuite les nouvelles catégories points verts en 2026. Avec le PPWR, on a des nouvelles catégories de produits, on le verra. On finira par une série d'évolutions sur certains tarifs entre le tarif 2026 et le tarif 2025. Enfin, il y a une session de Q&A qui est organisée en fin de séance, donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Donc, les principes de base. Donc, qu'est-ce que c'est le tarif point vert? Donc, c'est la contribution qui est payée par les membres de FOSS+ pour financer tout le circuit de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers afin d'atteindre les objectifs légaux de FOSS+. Donc ici, on ne parle pas de taxes ou pas de rétribution, mais vraiment une contribution payée pour tout ce circuit de collecte, tri et de recyclage. Les principes de calcul du modèle du calcul sont approuvés par le conseil d'administration de FOSS+, et ils sont repris dans notre agrément. Alors, les tarifs points verts sont calculés, eux, annuellement lors de l'élaboration du budget. Donc, on calcule les tarifs points verts sur base du budget et non des chiffres réels. Et ce budget est toujours approuvé en amont par le conseil d'administration de juin. Donc voilà, on se base sur des prévisions de coûts, de revenus, de volume, de rendement collecté. On rentrera dans les détails tout au long de cette présentation. Donc au niveau du planning, on voit vraiment ici sur cette ligne du temps que c'est vraiment sur le Q2 que se situe tout le process. Donc le processus budgétaire chez FOSS+ a lieu et commence en mars. Ici, on prend l'exemple pour le tarif point vert 2026. Il a commencé donc en mars 2025, où on a des premiers établissements de budget qui sont approuvés par le audit comité de FOSS+, et ensuite approuvés par le conseil d'administration. On voit aussi en rouge les groupes de travail qui ont lieu aussi tous les trimestres, qui permettent d'adapter certains modèles dans le calcul du point vert qui sont discutés avec les membres clés de FOSS+, ou certaines fédérations. Donc, les montants du point vert vont donc être divulgués fin juin, une fois qu'ils sont approuvés par le conseil d'administration, parce que c'est vraiment eux qui approuvent les points verts. Ils sont ensuite communiquer à nos membres, et donc ceux-ci peuvent les utiliser aussi pour les intégrer, eux, dans leur processus budgétaire qui est généralement au mois de septembre. C'est pour ça que nous, on intervient plus en amont au mois entre mars et juin. Évidemment aussi, le fait de faire ce budget très tôt dans l'année, en avril-mai, pour des estimations 2026, évidemment, les risques d'erreur d'estimation concernant les prix du marché, les index, tout ça peuvent encore changer. Donc, on a un risque d'erreur qui reste assez élevé. Alors, le modèle du calcul s'appuie sur un principe d'activity-based costing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque matériau finance son propre déficit de chaîne. Donc, c'est vraiment les coûts et les revenus budgétisés pour chaque matériau vont vraiment être attribué à chaque filière de matériaux et va être financé par chaque matériau.
une fois qu'on a le déficit de chaîne qu'on a calculé par matériau, le coût de collecte pour le PMC, le coût de collecte pour le papier carton est attribué à chaque matériau. Une fois qu'on a ce déficit de chaîne par matériau, on va le diviser par le dénominateur qui sont les tonnes mises sur le marché et qui va nous donner le tarif final point vert. Alors dans notre méthode de calcul, on a des principes d'écomodulation. Donc on va encourager les emballages qui sont facilement triables et recyclables. À contrario, les emballages non recyclables, on en retrouve dans notre déclaration aux alentours entre 8 et 12 000 tonnes encore d'emballages non recyclables. Ils vont payer une pénalité qui équivaut à 2 fois le tarif le plus élevé chez les recyclables, qui est aujourd'hui les autres films. Donc les autres films sont aux alentours de 2 000 € la tonne. Les non recyclables vont payer 4 000 € la tonne pour encourager le 100% recyclable que les lois européennes nous exigent d'ici 2030. Enfin, troisième caractéristique dans les principes d'écomodulation, c'est la contribution minimale qui est payée pour certains matériaux. En effet, pour certains matériaux, le déficit de chaîne est positif. Sur certains matériaux, la revente des matériaux, par exemple, est très élevée. Je pense à l'aluminium. Et donc, finalement, là, les membres, on devrait presque payer les membres comme tarif point vert. Mais donc, on va quand même leur faire participer à un coût solidaire aux frais indirects de FOSPlus, aux frais marketing, aux frais du payroll, aux frais de suivi, aux frais administratifs. Ils participent donc de manière solidaire au coût indirect. Alors, le point 2, la méthode de calcul. On va balayer ensemble les différentes étapes qui ont lieu pour calculer le point vert. Donc, premièrement, il y a la définition du budget, comme je l'ai dit, entre mars et mai. Il faut d'abord estimer nos coûts et nos revenus. Ensuite, on va allouer ce budget selon une allocation directe et indirecte. Direct, c'est facile, c'est attribuable directement à un matériau. Les déchets spéciaux ménagers, la collecte et le traitement de ce flux, les coûts, on les connaît et ça va directement à ce matériau. Par contre, les frais marketing, les frais RH, on ne sait pas les attribuer directement à un matériau, donc on va devoir passer par un cost driver qu'on verra dans l'étape 5 qui va permettre de l'attribuer dans un second temps à un matériau. On a aussi des allocations coûts directs, un matériau versus un groupe de matériaux. Donc un matériau papier-carton, un groupe de matériaux, on parle plus du sac PMC. On collecte la filière PMC, le sac bleu au porte-à-porte chez l'habitant. Mais dans un second temps, on sait l'attribuer au PMC. Dans un second temps, on doit attribuer le sac PMC aux différentes fractions, l'aluminium, les bouteilles de PET transparent, l'acier et les 16 ou 17 fractions qu'on retrouve dans notre sac PMC. L'étape 6, c'est les principes d'écomodulation qu'on a vu juste avant. Ensuite, une fois qu'on a calculé ce déficit de chaîne, une fois qu'on a tous ces coûts, nos revenus matériaux, on va calculer le déficit de chaîne qu'on va diviser par les tonnes mises sur le marché. On verra comment on estime ces tonnes mises sur le marché, qui est aussi un point très important dans le calcul du point vert. Enfin, petite nouveauté pour cette année, on a mis en place une réserve par matériau. On le verra aussi par la suite en détail, mais vraiment, avant, on utilisait plutôt une réserve globale avec les surplus des revenus matériaux que pouvait dégager le réel par rapport au budget. Ici, on va vraiment travailler par matériaux et donc on va éviter les cross-financements entre les matériaux. Dernier point, une fois qu'on aura fait ces différentes étapes, on va enfin arriver à nos tarifs point vert par matériaux et on verra les évolutions de ces tarifs. Alors, sur cette première étape, la définition du budget, on peut voir sur ce slide, en rouge, les coûts de fonctionnement de FOSPlus sont aujourd'hui, pour le budget 2026, sont arrêtés à 380 millions d'euros, donc une belle enveloppe sur laquelle on va retirer les revenus matériaux qui tournent aux alentours de 82 millions. Donc, ces 380 millions de coûts de fonctionnement où on va retirer les revenus matériaux vont nous laisser le déficit de chaîne que les membres vont devoir financer.
Et donc pour cette année, il est de 303 millions d'euros parce que la réserve matériaux joue aussi un petit rôle, on le verra par la suite. C'est une évolution de 11% par rapport au budget 2025. On verra aussi dans la dernière étape, dans les évolutions, pourquoi cette augmentation budgétaire. Mais donc on voit aussi que les revenus matériaux représentent un quart à un cinquième du budget des revenus, des deux sources de revenus de FOSPlus, d'un côté les revenus matériaux et de deux la cotisation des membres. Alors comme je l'ai dit, il y a des allocations qui sont directement allouables à des matériaux versus des coûts indirects. Ce qu'on veut montrer ici, c'est vraiment sur les 380 millions de coûts de FOSPlus, de fonctionnement, il y a quand même une part très importante, 83%, qui sont directement allouables aux matériaux. Donc les coûts de collecte, de tri, de traitement, on sait directement les allouer à la bonne fraction. Et donc, ça nous met quand même du confort dans ce modèle de calcul parce qu'il n'y a pas de cross-financement sur ces coûts-là. Maintenant, les coûts indirects, les frais généraux, les coûts de communication, de marketing, de frais de suivi, forcément, on ne sait pas les attribuer directement au papier carton, directement au sac PMC. Et donc là, on doit passer par un cost driver pour les attribuer dans un second temps aux différents matériaux. 6 millions, ce sont donc la réserve matériaux. Par définition, ce sont des coûts qu'on va attribuer directement aux matériaux. Et ce coût représente l'excédent ou le déficit des revenus matériaux entre les revenus matériaux réels et budgétisés pour l'année 2024 qu'on va intégrer dans l'année 2 ans après, donc ici dans l'année 2026. Mais de nouveau, on le verra en détail. Enfin, nos revenus matériaux représentent 82 millions versus 81 millions pour l'année 2025, donc une légère augmentation des revenus matériaux. Maintenant, il faut effectivement voir sur quels matériaux il s'agit. Mais donc là aussi, on a une allocation directe, étant donné qu'on se retrouve à la fin de la chaîne. Il y a eu la collecte, pour le PMC, il y a eu le tri. On a eu des passages par le centre de transfert ou pas. Et ça termine dans les centres de recyclage et chaque filière a son propre filière de recyclage et donc on peut les attribuer directement, ces revenus matériaux, aux matériaux et donc il n'y a pas de nouveau de cross-financement entre les matériaux pour ces revenus. Donc pour l'allocation directe, je parle des 83% de coûts, donc sur les 380 millions sur l'enveloppe, ça représente un montant très important, donc c'est des coûts directs liés à un matériau. Donc on pense au coût réel complet du verre, du papier carton, mais aussi au coût de collecte et de traitement pour les déchets spéciaux ménagers ou tout ce qui est les bouchons de liège par exemple. Tout ça, on sait les attribuer directement à un matériau, c'est du 1 sur 1, c'est facilement attribuable. Comme je l'ai expliqué aussi, on a des coûts directs liés à un groupe de matériaux, la filière PMC qui représente la grosse partie de nos coûts. Le coût de collecte et de tri, ici, vont être attribués au sac PMC, mais alors le sac PMC, on va devoir les diviser entre les 16 fractions qu'on retrouve dans le sac PMC. On a aussi toute une activité de surtri de notre résidu. Dans les centres de tri, notre sac PMC est redirigé en 16-17 fractions, mais il y a aussi toute une partie de résidus qu'on retrouve dans nos sacs PMC qui là, on a une activité de surtri. Et là aussi, on va retrouver certains bons matériaux dans le surtri, mais ces bons matériaux vont aussi financer quelque part ce circuit d'activité de surtri. Donc, il y a un second cycle d'allocation pour ces groupes de matériaux. Donc, l'allocation de la collecte et du tri. Donc, pour la collecte, tout d'abord, on travaille sur une partie le volume, mais aussi le poids de l'emballage. Pourquoi le poids? C'est un changement par rapport à l'année passée. L'année passée, on travaillait uniquement sur les volumes de sacs bleus, donc que représente une bouteille en PET dans mon sac bleu, un certain pourcentage. Mais ici, on a voulu mettre aussi 50% le facteur poids, parce que évidemment, le poids a aussi un impact. Nous, on finance des centres de tri via un tarif euro la tonne, et donc le tonnage a clairement aussi un impact à jouer. Et donc, on a intégré ça dans notre clé d'allocation de collecte et de tri pour les allouer aux différents matériaux.
on les alloue aussi par rapport aux tonnes qui sont mises sur le marché. Et la grosse différence entre aussi la clé d'allocation collecte et de tri. La clé de collecte, on est dans le camion, donc on parle de volume compressé, alors que la clé d'allocation tri, c'est plutôt, on ne prend pas la clé compressée, on prend plus décompressée. Et donc là, les films ont une place plus importante, par exemple, sur les bandes passantes. Et donc là, c'est pour ça qu'on ne prend plus ce facteur de compression. Pour les coûts du centre de tri, qui représentent entre 90 et 100 millions d'euros, on va passer par un organisme indépendant qui va nous donner cette clé d'allocation et qui va attribuer surtout aussi les différentes machines, d'investissement des machines aux différents matériaux et les frais aussi du personnel. Donc je prends pour exemple une bande passante qui fait passer les bouteilles en PET. L'investissement de cette bande passante va être attribué à hauteur du volume de bouteilles en PET qui passent sur celle-ci. Les trieurs de personnes, les employés qui viennent faire du tri manuel sur certaines parties du centre de tri vont être attribués en fonction des flux qui se dégagent de leur tri. Ensuite, donc, la cinquième étape, l'allocation des coûts indirects. Donc là, on n'est plus sur les coûts directs, mais on est sur les coûts indirects, 17% de nos 380 millions de coûts. Donc ici, comme je l'ai dit, on ne peut pas l'attribuer directement à un matériau, donc on va devoir passer par un cost driver qui va nous aider à l'attribuer aux différentes fractions. Donc ces cost drivers doivent être prédéfinis à la base, doivent être objectivables et surtout mesurables pour les attribuer aux différentes fractions. Ici, on a pris, pour exemple, les frais de suivi. Notre agrément nous demande de financer les frais de suivi, les frais administratifs des intercommunales qui, tous les jours, approuvent les bons de livraison dans notre système MyFost, encodent les bons de livraison, encodent les tarifs, vont approuver les tarifs qui sont mis dans notre système. Et tout ça, donc, on finance ces frais administratifs. Et comment nous, on va savoir les allouer aux différents matériaux? On passe par le cost driver et celui qu'on a défini ici, c'est vraiment le nombre de bons de livraison qui ont été approuvés par les intercommunales sur les différentes fractions et les nombres de tarifs qui sont approuvés. Et avec ces deux facteurs, avec ces deux clés, on arrive, comme on le voit dans le petit graphique en bas à gauche, à le dégager sur les différentes fractions, quel est l'impact des frais de suivi sur les différentes fractions. Alors, la sixième étape, c'est les principes d'écomodulation. Donc, premièrement, le tarif non recyclable. Comme je l'ai dit, on encourage vraiment un objectif à 100% des emballages recyclables, 2030 au niveau européen. On retrouve encore dans nos déclarations 2024 entre 8 et 12 000 tonnes de non recyclables. On voit une évolution positive, mais il faut encore faire un effort complémentaire. C'est pour ça qu'on met une dissuasion financière là-dessus. Et donc, ces matériaux non recyclables vont payer 2 fois le tarif le plus élevé des matériaux recyclables. Donc, ce qui n'est pas négligeable, on est aux alentours de 4 000 € la tonne pour 2026. Le tarif minimum, je l'ai expliqué aussi au début de la présentation, certains matériaux ont un déficit de chaîne positif. Ceux-ci doivent donc payer un tarif minimum. En fait, participer solidairement au déficit de chaîne, au circuit que FOSPlus a mis en place. Et donc, il va participer aux coûts indirects. Comme on a vu, là, les 17%, ils vont participer à ces coûts indirects. Donc voilà. Grâce à ce fait, ça fait que le modèle est un peu biaisé, parce que les tarifs non recyclables vont payer 2 fois le tarif le plus élevé, donc on va recevoir plus d'argent que normalement qu'avec un déficit de chaîne, je vais dire constant. Et donc ce surplus de contribution financière va nous permettre de le remettre dans le système via un bonus de recyclabilité. Donc de nouveau, pour encourager les matériaux les plus recyclables, on prend comme norme les targets ISA, où donc le verre, le papier carton, les boissons à carton, c'est 90%, l'aluminium, 75%,
et les plastiques 65%. Et donc, pour les matériaux qui sont au-dessus de ces targets, au prorata, on va diminuer le tarif point vert avec ce recycling bonus qui va permettre donc de diminuer ces tarifs et donc de nouveau encourager les matériaux recyclables. Alors, on arrive à la 7e étape. On a su allouer tous nos coûts. Maintenant, il y a vraiment l'allocation, le dénominateur, sur quoi on va diviser tous ces coûts, ce déficit de chaîne qu'on a su calculer sur les différents matériaux. On a su les attribuer sur les différents matériaux. Maintenant, il faut les diviser par les tonnes mises sur le marché. Donc, pour 2026, nos estimations sont aux alentours de 726 000 tonnes par rapport à 733 000 tonnes en 2025. Donc, légère diminution, mais c'est surtout sur le verre qu'on voit cette tendance de diminution ces dernières années. Comment on va estimer ces tonnes? Parce que c'est un facteur très important. Alors, comme je l'ai dit, on est en processus budgétaire. On est au mois d'avril, mais ici, si on prend l'exemple ici pour les points verts 2026, on se retrouve donc au budget en avril-mai 2025. On prend en compte d'abord les dernières déclarations rentrées. On sait qu'on a jusqu'à fin février pour rentrer les déclarations de l'année N-1. Donc ici, chez nous, on prend les déclarations 2024 qui sert de notre point de départ dans nos estimations. Ensuite, on va prendre l'expertise du terrain, de nos experts sur le terrain. Il y a des évolutions, le PPER, les impacts de reduce, reuse, doivent être pris en compte. Donc, dans nos estimations, on va prendre une colonne et on va réduire certains types de matériaux, je pense au verre, ou même augmenter d'autres, ou des shifts du non recyclable vers le recyclable. Tout ça, on les prend dans nos estimations. Et enfin, on va prendre une troisième couche, où on va prendre les tendances de consommation. On a des études qui nous permettent, des études externes, qui permettent d'estimer les tendances de consommation au niveau des retail, des premiers mois de l'année, et ça, on en prend en compte aussi, évidemment, parce que ça va jouer sur notre déclaration future pour 2026. Et donc, une fois qu'on a estimé les tonnes mises sur le marché sur les différents matériaux, on fait vraiment chaque déficit de chaîne divisé par ces tonnes mises sur le marché, et ça nous donne donc notre tarif. Alors ça, c'est la grosse nouveauté pour le point vert 2026. C'est l'introduction d'un système de réserve par matériau. Je dis bien par matériau, c'est vraiment ça qui est essentiel. On l'a vu déjà par le passé, il nous arrivait d'avoir une réserve globale qu'on utilisait pour diminuer le point vert, mais alors de manière identique sur tous les matériaux. Ici, cet objectif de réserve, elle est double. Premièrement, éviter le cross-financement entre les matériaux. Donc, ce n'est plus une réserve globale qu'on va définir sur tous les matériaux de manière identique, mais c'est vraiment faire le compte en fin d'année 2024, au niveau des revenus matériaux. Quels sont mes revenus réels par rapport à ce qu'on a budgétisé? Si nos revenus réels sont moins élevés que ce qu'on a budgétisé, le déficit de cette année-là va devoir être injecté pour le point vert 2026. Donc, c'est les tarifs qu'on retrouve ici en rouge, où donc on a un déficit, sur la réserve par matériau, un déficit de revenus en 2024 qu'on va injecter pour le point vert 2026. Dans l'autre sens, forcément, si on a une réserve positive, donc on a budgétisé un certain montant, mais au niveau réel, fin 2024, on se rend compte que nos revenus matériaux sur ces matériaux-là, je pense au papier carton, ici c'est un exemple flagrant, où on a eu plus de 3 millions de revenus réels par rapport à nos estimations. Avec ce surplus, on va pouvoir l'injecter pour réduire notre tarif point vert donc de 2026 et l'utiliser pour au moins l'avoir au niveau des années précédentes. Donc ce modèle est en train de se mettre en place, c'est la première année. Évidemment, ici, on voit encore qu'il y a des matériaux qui doivent financer parce qu'ils n'ont pas assez financé en 2024. Mais sur le long terme, on est convaincu qu'on va éviter les fluctuations de tarifs et on va vraiment essayer de lisser ces tarifs pour éviter le jeu de yo-yo. On a fait des simulations sur les 4-5 dernières années et on a vu que ça pouvait quand même montrer des résultats probants. Et donc, on espère qu'à l'avenir, ce sera vraiment cet objectif double. 1, éviter les cross-financements et 2, éviter les fluctuations de tarifs. Mais alors, il faut prendre sur un plus long terme.
Donc on arrive à la 9e étape, hein, qui est à la granularité des catégories points verts. Hein. Donc on a les catégories, je vais dire, classiques qu'on retrouve en vert, qui sont les tarifs recyclables, hein, en ligne avec tous les matériaux qu'on a collectés, triés et recyclés, basés sur chaque déficit de chaîne de chaque matériau. Hein. Donc première colonne, le financement, divisé par la deuxième colonne, le tonnage, pour arriver au tarif. Ici, le tarif représenté est 1 € la tonne. On a le tarif en orange, hein, qui est en ligne avec les déchets spéciaux ménagers, hein, aussi avec le collecte et le traitement de cette catégorie. Enfin, on a le tarif non recyclable, hein, comme vous voyez, ils ont alentour, comme je disais, de 4 000 € la tonne, hein, qui représente 2 fois le tarif des autres films. Et on a enfin les nouveaux emballages qu'on va voir sur le slide suivant. Hein. Donc, ces produits qui sont considérés par le PPWR à partir du 12 août 2026 comme des emballages. Hein. Je pense aux capsules de boissons aluminium, capsules de boissons plastique, mais aussi tout ce qui est emballage compostable. On verra lesquels exactement sur le slide suivant. Donc, les nouvelles catégories points verts, hein, comme j'ai dit, le Packaging and Packaging Waste Regulation a été signé et entre en vigueur. Donc, pour le 12 août 2026, certains produits vont devenir des emballages. Donc, ici, on a repris les nouveaux tarifs qui sont repris chez nous. Donc, les capsules de boissons. Petite particularité, ils étaient déjà chez nous collectés via le sac bleu. Hein. C'était des non-emballages par définition, mais ils étaient déjà collectés via notre sac bleu et certains producteurs finançaient cette collecte. Mais à partir du 12 août 2026, c'est vraiment tous les producteurs qui mettent des emballages de capsules de boissons qui vont financer le circuit. Et de nouveau, là, on a fait une distinction entre capsules de café aluminium qui suit une filière dans nos centres de tri et les capsules de café plastique qui suit une autre filière et qui ont donc un tarif distinct et qui représentent leur propre déficit de chaîne. Les capsules en plastique compostable, eux, continuent pour l'instant à payer le tarif des non recyclables. Du côté droit, donc, comme je parlais des emballages compostables, hein, on parle des dosettes de café, les sachets de thé et les autocollants sur les fruits et légumes. Ici, on est en train d'étudier la possibilité de les collecter via notre fraction organique, hein, avec la fraction GFT. Donc voilà, il y a encore des discussions avec les différentes autorités, mais on a déjà, nous, défini un tarif, estimé combien ça pouvait nous coûter pour collecter via ce flux-là. Et donc à partir du 12 août 2026, il faudra aussi déclarer ces emballages et ils payeront aussi le tarif compostable pour ces produits-là. Les variantes non compostables, hein, interdits à partir de 2028, mais pour l'instant, ils continuent donc à payer le tarif non recyclable de 4 000 € la tonne. Alors, passons aux évolutions. Alors, donc, comme je l'ai dit au début de présentation, il y a une évolution assez importante du financement du tarif point vert. Hein. Le déficit de chaîne est passé de 274 millions à 303 millions, hein, plus 11%. Il y a donc une explication à cette augmentation. Premièrement, l'augmentation de nos rendements de nos sacs PMC, hein, nos rendements vraiment de collecte de nos sacs PMC chez l'habitant. Là, on voit vraiment l'évolution de collecte en kilos. Hein. On voit qu'on était à 21 kilos en 2021 et qu'on arrive à des targets en jaune dans nos estimations de budgétaire 2026 à 26,75 kg par habitant. Par rapport à un budget 25, on était à 26 kg par habitant, donc on est pratiquement 1 kg en plus par rapport aux estimations de 2025. 1 kg en plus, pour vous donner une ordre d'idée, on parle de 5 à 6 millions du coût de collecte, de tri et de surtri de ces tonnages en plus. Donc c'est une bonne chose pour nos chiffres de recyclage. Hein. On va collecter, on arrive toujours
à collecter plus. On sait qu'il y a encore une perspective d'évolution. On sait qu'on peut même peut-être atteindre un jour les 30 kilos par habitant. C'est peut-être utopique, mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Mais tout ça nous amène forcément à des coûts en plus qu'il faut financer, mais qui répondent à nos targets de recyclabilité au niveau belge et européen. Ici, cette année, il y a aussi des renouvellements importants pour certaines intercommunales. On parle plus ou moins de 25% de la population. Il faut savoir que les contrats de collecte sont renouvelés entre 6 et 8 ans, ça dépend les contrats. Mais cette année 2026, donc on renouvelle 25% de la population, y compris le contrat de Bruxelles Propreté, qui reste un gros marché où là, Bruxelles, des négociations sont faites au niveau coût réel et complet. Avant, ils payaient un coût de référence qui était la moyenne de la collecte de toutes les intercommunales, où là, maintenant, on va travailler sur un prix négocié. Et là, on a une pression sur l'augmentation de fréquence et sur la négociation sur les prix. L'activité PMC entreprise, donc elle aussi, on voit ici maintenant, c'est les tonnes collectées par an. On voit aussi une évolution assez exponentielle. On voit en bleu les estimations 2025. On était à 18 000 tonnes pour 2025. Par contre, ici, 2026, on veut atteindre les 25 000 tonnes. C'est ambitieux. De nouveau, on parle entre 100 et 150 de la collecte, 300 € le TIRI. C'est tonnage en plus, il n'y a rien à faire, ça nous coûte de l'argent. Mais toujours dans un but de collecter plus, de trier plus, de recycler plus. Mais on voit qu'on arrive vraiment à continuer cette courbe ascendante, ce qui est quand même positif. Un autre facteur, c'est les indicateurs macroéconomiques, les indexations qui ont joué forcément comme chaque année, les augmentations de la population annuelle, tout ça sont pris en compte dans nos estimations. Alors là, on avait la partie coût. Ici, si on fait un focus sur la partie revenus matériaux, les conditions de marché sont assez favorables par rapport à 2025. Enfin, ça dépend effectivement des différents matériaux, mais donc on arrive à un total de revenus matériaux, donc de la revente de nos matériaux, à 82 millions versus un peu moins de 81 millions pour 2025 en bleu. Donc on voit que le verre, le papier carton ont des revenus matériaux plus élevés que nos estimations 2025. Les fractions historiques PMC sont aussi plus élevées. Par contre, les nouvelles fractions PMC, je pense au film PE, à la fraction MPO, au PS, tout ça ont des prix, il y en a beaucoup, pourquoi c'est des prix à vente négatifs. Et là, les prix sont plus négatifs qu'au budget 2025. Et donc, eux aussi, là, ça a un impact plutôt négatif sur leurs tarifs point vert. Enfin, on l'a vu ensemble, la réserve de revenus matériaux. Ici, pour cette première année, il va falloir financer pour certains matériaux 6 millions de contributions en plus sur certains matériaux. On va voir que c'est surtout sur les bouteilles PET transparents, PP, HDPE, où là, en fait, en 2024, par rapport à nos estimations 2024, le réel était moins élevé que ce qu'on avait budgétisé. Et donc, ces matériaux-là vont devoir financer un petit complément dans leur tarif point vert 2026. Le dénominateur, les tonnes mises sur le marché, on l'a vu de façon globale, on est passé de 733 000 tonnes à 726 000 tonnes. Et donc, comme je le disais, c'est aussi surtout au niveau du verre où on a une forte diminution qui est en ligne avec nos rendements au niveau amont, donc déclaration, mais aussi au niveau collecte et tri, enfin collecte pour le verre. Et alors, on peut mettre en exergue aussi le non recyclable qui passe de 8 000 tonnes à 6 000 tonnes, une légère diminution des fractions non recyclables. Alors évidemment, on ne s'est pas balayé toutes les catégories dans la présentation, mais on a voulu faire un focus sur certaines évolutions de tarifs, sur certains matériaux clés. Donc ici, dans notre exemple, on a le verre. Donc avec cette forme de bridge, on voit que le tarif 2025 était de 96 € la tonne et il passe à 105 € la tonne. Alors, si on voit les facteurs d'augmentation, premier facteur, c'est vraiment les plus 5 € la tonne là.
c'est vraiment l'impact des tonnes mises sur le marché. Le fait qu'il y ait moins de tonnes mises sur le marché, le vert, il reste quand même des frais fixes qui doivent être donc divisés par un plus petit tonnage. Le fait de le diviser sur un plus petit tonnage fait que forcément le tarif augmente. Il y a d'autres facteurs. L'agrément nous demande de financer une certaine catégorie d'activités, comme le remboursement des bulles à verre dans le Reciparc. Là aussi, avec ce nouvel agrément, on a des coûts en plus qui se traduisent ici sur les facteurs rouges, les plus 4 € la tonne. Et on retrouve aussi plus 4 € la tonne pour les projets RRR, Reduce, Reuse et Recycling. Tous ces nouveaux projets, des projets pilotes sont mis en place au niveau du verre. Ces projets pilotes sont financés par la filière du verre. Les indirect costs sont les coûts solidaires qui sont attribuables au verre, qui augmentent aussi légèrement. Et alors, je le disais ici, la réserve matériaux a ici, elle, un impact positif pour le verre et vient diminuer ce tarif grâce à cette mise en place de réserve. Alors, au niveau du papier carton, ce qu'on peut voir entre tarif 2025 et tarif 2026, c'est qu'on a réussi à stabiliser le papier carton de nouveau grâce à la réserve matériaux. Mais si on va impact par impact, premièrement, une légère diminution du tarif lié aux tonnes mises sur le marché, parce que là, on a une légère augmentation par rapport à nos estimations 2025. Au niveau de la clé emballage, non-emballage, le papier carton, on a toujours une clé. Dans le nouvel agrément, cette clé est passée de 44% d'emballage versus non-emballage à 60%. Donc, on participe plus au coût. Forcément, les emballages payent plus et donc il y a une augmentation. Les indirect costs, comme le verre, une légère augmentation. Et alors, comme je disais, si on va vraiment sur le dernier, cette diminution de 9 € la tonne, donc c'est-à-dire que le papier carton aurait coûté normalement au lieu de 159 € la tonne. On a su le mitiger à 150 € la tonne parce qu'on utilise la réserve par matériau. Alors, j'ai parlé qu'on avait plus ou moins 3,5 millions à récupérer pour le papier carton. Ici, on va utiliser qu'1,9 million de cette réserve, donc pour la stabiliser à 150 € la tonne. Mais ça veut dire aussi qu'il nous reste 1,9 million, une enveloppe d'1,9 million qu'on va pouvoir utiliser en 2027 ou les années suivantes pour aussi diminuer ce tarif. Donc, ça équivaut plus ou moins à 13 € la tonne et donc c'est intéressant pour les tarifs futurs. Alors, ici, passons au PET transparent bouteille, où là, on voit quand même une forte augmentation. On passe d'un tarif de 272 € la tonne à 360 € la tonne. Donc, premièrement, il y a les facteurs collecte et tri, de manière, le volume global en valeur absolue, ces coûts ont augmenté. On part sur les volumes mis sur le marché et puis sur les tonnes produites dans les centres de tri. On retrouvait quand même dans les balles de PET bleu des PET transparents dans nos centres de tri. Maintenant qu'on travaille avec les tonnes mises sur le marché, ce shift entre PET bleu et PET clear s'efface un petit peu et donc le PET clear paye uniquement pour sa filière, mais donc ce qui augmente aussi son tarif en 2026. Troisième facteur, là c'est un facteur qui va diminuer, c'est les revenus matériaux 2026. Les revenus matériaux 2026 ont un impact positif par rapport à nos estimations 2025. Mais alors la grosse augmentation, vous voyez en rouge là, plus 60 € la tonne, où là vraiment on a une augmentation assez significative qui est due à la réserve matériaux. Alors, à contrario par rapport au papier carton, ici, le réalisé 2024 était bien moins élevé que ce qui était budgétisé. On sait qu'on est dépendant de l'index, donc nos estimations n'étaient pas tout à fait justes, mais n'oublions pas qu'en 2024, le PET transparent payait un tarif point vert à 65 € la tonne, et donc on avait utilisé forcément des indicateurs concernant les revenus matériaux très élevés, et ici, le PET transparent le paye cette année. Alors, au niveau des évolutions futures dans le modèle du calcul, au niveau du point vert, on travaille toujours sur déficit de chaîne pour chaque matériau.
en répondant à nos obligations et nos objectifs légaux. On a mis en place cette réserve par matériaux à partir des tarifs 2026. On va la continuer et il faudra voir vraiment son effet sur le long terme. Mais comme j'ai dit, on est convaincu ça va éviter les fluctuations. Il y a aussi, on peut voir le modèle évoluer sur le nombre de catégories points verts en fonction des filières de recyclage qui se développent. L'EPS et CURC sont arrivés ces dernières années. On pourrait très bien, les prochaines années, arriver à des nouvelles filières de recyclage et d'avoir un tarif différencié pour, par exemple, le PE film, les autres films et le PP film. Si on a des filières de recyclage avec des prix différents de marché, on pourrait envisager des tarifs différenciés. Alors, l'impact PPWR au niveau européen va avoir aussi forcément un impact sur notre modèle de calcul. On ne sait pas encore très bien comment ça va impacter, mais on sait que les années à venir, 2027, 2028, 2029, on va devoir mettre en place des recycling performance grade sur nos emballages. Donc, il y a des groupes de travail au niveau européen et belge qui travaillent pour savoir dans quelle catégorie les emballages vont rentrer. Mais donc, il va avoir un principe d'éco-modulation en fonction de ce recycling performance grade. Si on est au-dessus de 90%, on aura un tarif plus avantagé par rapport à des emballages qui se trouveraient dans la catégorie C à 70%. Donc voilà, on sait que le PPWR va avoir des impacts importants dans notre modèle de calcul. Voilà. Merci. Au niveau des questions-réponses maintenant. Merci Mathias pour cette présentation très intéressante. On va passer du coup au Q&A. On a eu quelques questions. Une première question que je voudrais te poser. Quelle est l'évolution des tarifs entre 2025 et 2026 du petit alu, acier, liège et EPS? Au niveau du petit alu, tout d'abord, on sait que les filières de centres de tri ont fait des investissements assez importants pour effectivement trier cette filière de petit alu avec l'arrivée des capsules en aluminium. Et donc, ne sont pas maintenant, à partir de 2026, tous ces centres de tri ont investi et sont maintenant 100% opérationnels sur cette filière. Et donc, il y a vraiment une filière différenciée par rapport à l'aluminium. Donc, cette année, c'était la bonne année pour faire cette différenciation de tarifs. Il faut savoir aussi que le petit alu ne se revend pas sur le marché comme de l'aluminium. Sur l'aluminium, on est plus aux alentours de 1 000 € la tonne, alors que le petit alu, on est aux alentours de 0 à 50 €, même prix négatif. Et donc, forcément, il y a un décalage entre ces deux tarifs et c'est pour ça qu'on peut expliquer cette quand même assez forte augmentation du petit alu par rapport à son tarif 2025, où là, il profitait encore un peu de sa solidarité avec le grand aluminium. Au niveau donc de l'acier, là aussi on a quand même une augmentation importante au niveau de l'acier. Tout d'abord, il y a un shift ces dernières années qu'on a vu, qu'on a repéré au niveau de nos déclarations, un shift de l'acier vers la fraction aluminium. Donc là, le dénominateur, les tonnes mises sur le marché diminuent, donc ce qui fait augmenter le prix. Ensuite, dans nos filières de collecte, comme je l'ai dit, pour cette clé d'allocation de la collecte, on prend aussi le facteur poids à 50%. Avant, on parlait uniquement de volume. L'acier et l'aluminium ont des poids par rapport à d'autres matériaux, représentent des poids plus importants. Donc forcément, ils contribuent plus à ce niveau-là. Et alors le marché de l'aluminium, pour l'instant, et même les perspectives, pour l'instant, la demande d'acier n'est pas très bonne, même au niveau mondial. On sait que sur les revenus matériaux, on dépend des indices européens. Et donc là, si la demande n'est pas très bonne, on a aussi des indices pour l'instant qui tirent un peu vers le bas. Et donc tous ces facteurs font que l'acier a aussi un tarif qui a augmenté de manière assez importante pour cette année. Et alors, dernière question, au niveau des bouchons de liège et de l'EPS, là aussi, on a une augmentation de tarifs, où là, on a vraiment su affiner aussi nos déclarations. 2024, c'était pas la première fois qu'on déclarait ces matériaux, mais c'était obligatoire de les mettre de manière distincte. Et là, on a aussi donc ajusté nos estimations des tonnes mises sur le marché, mais ce qui a joué aussi sur des tarifs, là où on a un faible déficit de chaîne sur un petit tonnage, les évolutions peuvent
être très vite très importante. Et l'EPS? Et l'EPS, c'est le même tarif que les bouchons de lait. Ok, parfait, merci. Deuxième question, savez-vous si un jour nous pouvons espérer obtenir une déclaration packaging unique pour l'Europe et sinon sous un format identique entre les pays? Donc pour l'instant, effectivement, on travaille déjà en Belgique et au niveau pays proches voisins, on travaille effectivement au niveau national. Hein. Ici, nous, on a notre système de déclaration MyFost qui collecte pas mal de données, mais c'est vrai qu'on travaille au niveau national. On sait qu'avec l'arrivée de la directive SUP et la directive et le PPWR, on sait que la demande d'informations sur nos emballages ne font qu'augmenter, hein, l'augmentation et les échanges de données sur nos emballages. Donc on fait aussi partie de GS1 qui permet de collaborer, d'échanger au niveau de la composition des emballages. Donc on sait que ça augmente et donc on va harmoniser. On est en train de travailler avec les différentes organisations PRO voisines, hein, Verpact aux Pays-Bas, Citeo en France, Valorlux au Luxembourg. Hein, on commence ces discussions. Je ne sais pas si un jour ça va avoir lieu, mais on sait qu'on travaille dans cette direction et les années à venir, il risque effectivement d'avoir plus de synergie qu'aujourd'hui. Ok, merci. Une troisième question. Doit-on continuer à payer à FOS Plus alors que nous payons une contribution d'emballage lors du dédouanement des marchandises? Oui, la réponse est oui, effectivement, on va continuer à payer à FOS Plus. Hein, c'est tout à fait différent. Hein, comme je l'ai dit aussi en début de présentation, ce n'est pas une taxe, une assise, c'est vraiment le responsable d'emballage qui met les emballages mis sur le marché, sa responsable élargie, hein, c'est de mettre en compte ces emballages sur le marché et donc être responsable de tout le circuit de la collecte, du tri et du recyclage. Hein, et donc on doit retrouver ces emballages. On doit retrouver le financement de ces emballages par ces personnes et ils doivent financer tout le circuit. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, ceux qui mettent les emballages sur le marché pourraient choisir une autre filière que FOS Plus, mais nous, on a cette organisation qui englobe le tout et qui permet ce financement global. Je vois qu'on a des questions qui sont arrivées même en live maintenant. Je vais te poser la première question qui apparaît. Est-ce que vous allez mettre en place un bonus pour utilisation de matériaux recyclés? Il faudrait alors indiquer le pourcentage de matériel recyclé pour chaque matière. Donc oui, les matériaux recyclés, hein, comme je l'ai dit, on utilise un recycling bonus. Hein, donc pour les matériaux, on travaille avec les targets ISA, hein, donc en fonction des targets, hein, 75% pour certains matériaux, 90%, 60%. Et si on arrive à plus de ces pourcentages, on a droit à un bonus recycling, hein, ce bonus recycling qui vient des tarifs des non recyclables. Ce surplus de déficit de chaîne, on le rétribue pour les matériaux recyclés. Donc ce pourcentage existe, on peut le donner, évidemment, on les a par matériaux, mais ils répondent au target ISA. Ok. Et la dernière question, quand la taxe plastique SUP sera-t-elle d'application en Belgique? Alors c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement quand elle sera d'application. Hein. On sait qu'elle va suivre, mais je ne sais pas encore exactement dans le laps de temps quand elle sera approuvée et quand elle répondra à toutes les différentes étapes d'approbation. Ok, super. Un tout grand merci Mathias pour les réponses aux questions et pour ta présentation. Un tout grand merci à vous aussi qui avez participé à ce webinaire. Avant de clôturer, je vous rappelle aussi que nous partageons régulièrement des informations via notre blog sur le site internet de FOS Plus ou aussi via la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et à aller visiter notre site. Peut-être d'ailleurs qu'on aura plus d'informations sur la date de publication, d'application du SUP et qu'on pourra le mettre là-dessus. Ça vous permettra de rester au courant en tout cas. Un tout grand merci à tous et à bientôt. Merci Mathias. Merci à toi Aurélie, merci à vous. Au revoir. Au revoir.